pour ça, juste alors, pour ça, on va déjà faire une bonne anamnèse en relevant les antécédents familiaux et personnels. Puis, on va bien chercher une histoire de la maladie ainsi que les signes associés. On va examiner notre enfant. Surtout, c'est en fait l'examen et l'anamnèse qui vont nous mener aux suspicions diagnostiques. Plus ou moins, vous allez voir que les examens complémentaires ne sont pas vraiment indispensables. Des fois, ils ne sont pas obligatoires. Des fois, on peut déjà avoir pas mal de suspicions diagnostiques, rien qu'en s'appuyant sur l'anamnèse et l'examen physique. C'est ça ce qui est le plus important. Alors, on va revenir à notre cas. Donc, vous allez me dire quel élément pertinent vous allez essayer de relever au niveau de l'anamnèse. Qui m'a compté comme l'anamnèse, bien sûr. D'ailleurs, qui m'a dans une observation pédiatrique, on commence avec les antécédents familiaux, personnels. Après, c'est l'histoire de la maladie. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? Antécédents familiaux. D'accord. Est-ce qu'il y a une maladie cœliaque ou maladie auto-immune? Maladie auto-immune. Consanguinité. Voilà. Alors, la consanguinité, pourquoi vous voulez savoir? Est-ce qu'il y a une consanguinité? En quoi c'est important? Maladie héréditaire. Voilà, parce qu'il y a certaines pathologies qui ont une prédisposition génétique. Donc, il y a une connotation héréditaire dedans. Donc, il faut chercher la consanguinité. D'autant plus que, Fitounes, vous savez bien qu'il y a beaucoup de mariages qui sont consanguins. Après, la consanguinité. Après, Maladie auto-immune. Terrain Dans la auto-immune. famille. un terrain d'auto-immunité. Alors, je fais les pathologies auto-immunes. Maladie cœliaque. Hypothyroïdie. Dysthyroïdie, hypo, voilà, hyper, maladie cœliaque, Diabète Diabète type 1. type 1. exactement, le diabète sucré de type 1, Insuffisance surrénale. Hypothyroïdie. l'insuffisance surrénalienne, exactement, Hypothyroïdie. hypothyroïdie, donc les dysthyroïdies d'une manière générale. Maladie cœliaque. Oui, c'est déjà dit. Il y a aussi l'hépatite auto-immune, l'anémie auto-immune, le vitiligo aussi, qui a, bon, l'éthiopathogynie, elle est un peu complexe, mais il a quand même une participation auto-immune. Donc, on va chercher tout Type ça. 1 aussi, les diarrhées moutons. Voilà. Le diabète de type 1, c'est déjà dit, hein, le diabète insulino-dépendant. B, à part la consanguinité et le terrain d'auto-immunité, qu'est-ce que vous voulez savoir? Terrain d'atopie. Terrain d'atopie, tout à fait. Ça vous oriente dans ce contexte vers quelle pathologie, par exemple? Je dis elle a une éthiopathogénie d'allergie atopique et qui peut donner une diarrhée chronique, par exemple. Quelle pathologie? Maladie cœliaque. Bon, la maladie cœliaque, c'est pas d'origine allergique. B, c'est l'allergie, on va dire. B, c'est l'allergie au gluten. Et quoi d'autre? Il y a aussi l'allergie aux protéines de lait de vache, hein, qui donne chez l'enfant la diarrhée chronique. Bon, c'est pas l'âge, hein, mais dans le thème de diarrhée chronique, il y a cette cause qui a beaucoup de rapport avec l'allergie. B, R. Ah, je vous écoute. Hein. Antécédents familiaux de Mickey. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres cas dans la famille? Est-ce qu'il y a des cas de suivi pour Mickey? Hein? Mucoviscidose. Tout à fait. Quoi d'autre? Antécédent de diarrhée fonctionnelle. Oui.
des antécédents similaire dans la fratrie. dans la famille. Hein? Cas similaire dans la fratrie. Tout à fait. Donc, on va voir est-ce qu'il y a des cas similaires dans la fratrie, chez les parents, ou chez les sujets qui habitent dans la même maison, on va dire. Hein? Ça, c'est plutôt pour les origines alors héréditaires ou infectieuses. Voilà. Hein? Quoi d'autre dans les antécédents familiaux? Alors, j'avance, hein, puisqu'on bloque un peu. La consanguinité, les maladies auto-immunes, ça c'est parce que les maladies auto-immunes, certaines peuvent s'associer à une diarrhée chronique. Les MICI, les mucoviscidoses, un déficit immunitaire aussi, il faut le chercher, une des maladies cœliaques, les troubles fonctionnels intestinaux. Tout ça, il y a une prédisposition génétique. On peut chercher aussi la notion de stérilité dans la famille parce que ça peut nous orienter vers certains troubles hormonaux qui peuvent se voir dans la maladie cœliaque. En fait, il faut savoir que la maladie cœliaque est considérée comme une maladie systémique. Elle atteint plusieurs organes. C'est une maladie caméléon. Hein. Elle peut revêtir plusieurs tableaux cliniques. Déjà, il y a des personnes qui sont suivies pour stérilité, pour aménorrhée primaire et qui ont réellement une maladie cœliaque. Et le fait de traiter cette maladie cœliaque, ça arrange les choses. Donc, une notion de stérilité, c'est très important à rechercher. Des cas similaires dans la fratrie et chez les parents. D'accord. Et puis, une notion de voyage récent, hein, parce que ça peut nous orienter vers certaines pathologies. Alors, chez notre patiente, il n'y a pas de consanguinité. Elle a un oncle paternel qui est suivi pour un diabète insulinodépendant. Il n'y a pas de pathologie particulière dans la famille. Il n'y a pas de notion de stérilité dans la famille. Et elle a une sœur âgée de 8 ans en bon état de santé. Il n'y a pas de voyage récent. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir comme suspicion diagnostique? Jusque-là, hein, est-ce qu'on peut, qu'est-ce qui nous fait penser hein, à nos hypothèses diagnostiques? Le fait qu'on trouve ce diabète, est-ce que ça renforce notre hypothèse de maladie auto-immune? Non. Oui. Oui, bien sûr, oui. On a cherché cette notion justement parce que hein, on pense à certaines maladies auto-immunes. Donc, le fait de trouver ce diabète insulinodépendant chez l'oncle, c'est un terrain d'auto-immunité et donc on serait en droit de suspecter certaines maladies auto-immunes chez notre enfant. Par contre, pour tout le reste, on n'a pas relevé quelque chose de pathologique, donc on va avancer. Par quoi? En cherchant les antécédents. Antécédents personnels. Personnels. شو تحبوا تعرفوا؟ Poids, taille. Voilà, on va prendre les mensurations, on va vérifier la trophicité. Pourquoi vérifier la trophicité? Il y a une cassure de la courbe de croissance. Voilà. Ça oriente vers une je vous rappelle. Donc, on ne va pas prendre les mensurations, mais ce qu'on peut vérifier, c'est de vérifier le carnet de santé et voir la courbe si elle est déjà dressée sur le carnet de santé ou bien on peut voir hein, les différents points de poids, taille, PC aux différentes consultations chez le médecin. D'accord? Donc, on peut demander le carnet à l'étape de l'interrogatoire, vérifier les mensurations. Après, à notre examen, on va revérifier les mensurations actuelles. D'accord? Donc, mensuration à la naissance et courbe de croissance sur le carnet de santé. Quoi d'autre? Maladie auto-immune. Chez l'enfant, oui. Est-ce qu'il est déjà suivi pour une maladie? Ouais. Date de Infection à répétition. Est-ce qu'il y a des infections à répétition? Dans quelle arrière-pensée? Une petite question. L'immunodéprimé. Exactement, un déficit immunitaire. Okay. Date les habitudes alimentaires. Les habitudes alimentaires, oui.
شنو معناها l'habitude alimentaire? L'introduction d'un nouveau aliment, gluten ولا فاز هكا. Voilà, donc vous allez chercher l'âge de la première introduction de gluten. Oui. Est-ce que ça a beaucoup d'importance, ça, cette notion? Oui, madame. Dans quelle arrière-pensée? على les maladies cœliaques ولا اللي كي ينجموا يعملوا une diarrhée chronique. Alors, on a gluten, c'est un. Donc, on parle plus de la maladie cœliaque. Oui, juste, je vais ouvrir une parenthèse pour vous dire, oui, c'est bien de demander cette question, mais là où, si on regarde un peu la physiopathologie de la maladie cœliaque, c'est plus la prédisposition génétique qui importe, hein, que l'âge d'introduction de gluten. Qui prime ce qui a le plus d'importance dans la genèse de la maladie cœliaque, c'est en fait notre matériel génétique. C'est plus que l'âge c'est pas le gluten à lui seul qui est responsable. Et d'ailleurs, sa part de responsabilité n'est pas si grande que ça. فهمتوني؟ Oui. D'accord. Alors, شنو باش نسألوا آخر؟ Voyage Bronchopneumopathie récent. récidivante. Un voyage récent, tout à fait, tout ce qui est infection et reste. Bronchopneumopathie récente, récidivante dans le cadre de mucoviscidose. Hey. Donc, il m'a raconté comme le rôle de gluten, il est secondaire hein, dans la maladie cœliaque. Les infections à répétition, vous avez demandé ça. Alors, moi, je vais demander est-ce qu'il y a une fracture osseuse non expliquée, une anémie fébrive réfractaire? Pourquoi tout ça? Retentissement de la diarrhée. Exactement. Parce que si on a une diarrhée chronique, on risque d'avoir des carences, qu'elles soient vitaminiques, en fer, en calcium, tout ce que vous voulez. D'accord? Les maladies auto-immunes aussi, on va les développer. Le développement psychomoteur, bien sûr, hein, parce qu'il peut y avoir, pour certaines pathologies, un retentissement, même sur le développement psychomoteur. Voilà. Alors, je vous réponds que les mensurations à la naissance, la courbe de croissance, tout est normal chez cette fille-là, a priori, hein, sur le carnet de santé. On n'a que le vérifier par la suite à notre examen physique. Et puis, la maman a introduit le gluten à l'âge de 6 mois. Est-ce que c'est correct? Oui. Tout à fait. Il n'y a pas d'infection à répétition, il n'y a pas de fracture, pas d'anémie fébrive, réfractaire à un traitement martial, pas de maladie auto-immune, le développement psychomoteur est normal et elle n'a pas récemment voyagé. Alors, jusque-là, bon, il n'y a pas beaucoup d'éléments qui nous laissent argumenter l'une parmi nos hypothèses. On va avancer, n'est-ce pas? Oui. Alors, pour attaquer L'histoire de la maladie. Alors, vous allez demander quoi? Depuis quand? Voilà, tout à fait. Depuis quand? Parce que là, ça va nous... Pardon. Parce que là, ça va nous faire la part des choses entre diarrhée aiguë et chronique. Et diarrhée chronique. La définition de diarrhée chronique, c'est une diarrhée qui se prolonge au-delà de combien de temps? De 2 semaines. De 2 semaines, voilà. Donc, l'âge du commencement de la maladie et puis le mode de début des signes, est-ce qu'il est aigu, est-ce qu'il est insidieux, tout ça, c'est important. B. L'aspect des selles. Exactement. L'aspect, donc, l'aspect, est-ce qu'elles sont glaireuses, tempérantes? Est-ce qu'il y a des débris alimentaires, des aliments non digérés? Tout ça, ça s'appelle aspect. Hein? Nombre de Fréquence d'essai. Le nombre, la fréquence, Volume. le volume. Voilà. L'odeur. Ça marque ça? Odeur. L'odeur, tout à fait. Donc, on va demander les caractéristiques des selles. L'aspect, le nombre, le volume, l'odeur et la chronologie par rapport aux prises alimentaires. D'accord?
Notamment, bon, il y a les selles en bouse de vache, ça nous oriente vers quelle étiologie? Ça vous rappelle quoi, en bouse de vache? Bon, il y a à titre indicatif, attends, entre autres, on va demander est-ce qu'il y a un Malabsorption. gaineux, sanguinant, est-ce qu'il y a des selles très liquidiennes, que c'est des selles en bouse de vache. Les selles en bouse de vache, c'est pour quelle étiologie? Malabsorption. C'est plutôt la mucoviscidose, hein, c'est caractéristique. D'accord? B. L'association a une constipation. Bien sûr. Et puis, est-ce qu'il y a une alternance constipation-diarrhée ou bien une alternance et diarrhée, c'est normal aussi. Hein, il faut la rechercher. Après, qu'est-ce qu'on va demander? Les signes associés s'il y a des vomissements. Exactement. Alors, je nomme les signes associés. Anorexie. Douleur abdominale. Exactement. Vomissement. Les douleurs osseuses. Et douleurs. Altération de l'état général. Justement, tout ça, ça nous oriente vers certaines pathologies. Les douleurs osseuses, l'aphthose buccale récidivante, l'hypoplasie de l'émail dentaire, ça vous oriente vers quelle étiologie, par exemple? La maladie cœliaque. Exactement. La modification du comportement vers quelle étiologie? Intolérance au C'est lactose. aussi la maladie cœliaque. Hein. Dans la maladie cœliaque, on peut trouver des manifestations psychologiques. Juste des fois, ça se résume à ça. Hein. Donc, quand le patient est très irritable, il est triste carrément, il y a des patients qui sont suivis pour une dépression et qui n'ont rien à part une maladie cœliaque. B. Et puis, une notion de gastro-entérite aiguë parce que ça peut nous orienter vers une intolérance au lactose secondaire. Alors, dans tout ça, je vous réponds que notre patiente a eu une diarrhée chronique qui date de 6 mois. Donc, est-ce que c'est bien une diarrhée chronique, justement? Oui. Oui. Tout à fait. Et puis, les selles sont en quantité importante, elles sont liquidiennes, mais elles n'ont pas un aspect particulier, elles ne sont pas guéro-sanglantes, il n'y a pas d'aliments mal digérés. Il y a une constipation, c'est une alternance diarrhée-constipation, diarrhée-selle normale. Et puis, l'appétit est conservé, il n'y a pas de douleur osseuse, d'aphthose, il n'y a pas d'hypoplasie de l'émail, mais la patiente paraît triste à sa maman, il n'y a pas de gastro-entérite aiguë. Alors, dans tout ça, est-ce qu'il y a des arguments en faveur de nos hypothèses? Alors, c'est bel et bien une diarrhée chronique qui date depuis 2 semaines. Les selles sont avec des selles anormales. Hein. Du moment où on a des selles anormales avec une chronologie de plus de 2 semaines, là, on peut retenir, ça répond à la définition de diarrhée chronique. Et puis, c'est cette modification du comportement, elle nous oriente justement vers la maladie cœliaque. Rappelez-vous, on a jusque-là pas mal d'arguments et on va faire un récapitulatif tout à l'heure. Alors ici, il y a associé que vous allez chercher, à part les renards remarquables. Tout à l'heure, vous avez dit vomissement. Ça vous oriente vers quelle étiologie, les vomissements? Gastro-entérite. Allergie aux protéines de lait de vache. Gastro-entérite, bon, quand même, ça ne peut pas durer 6 mois. Hein. D'accord? Ouais. Une allergie aux protéines de lait de vache, justement. Hein? Bien que ce n'est pas vraiment l'âge 5 ans, ça nous oriente vers ça surtout. Alors, qu'est-ce qu'on doit chercher d'autre? La fièvre, non? Oui. Ça nous oriente vers les étiologies infectieuses. Il y a l'altération de l'état général, vous l'avez déjà cité. Quoi d'autre? Vomissement, déjà dit. Lésions dermatologiques. Ça, Oui, en bien faveur d'origine allergique. Oui, tout à fait. Alors, vous séchez, j'avance. Hein. Les douleurs abdominales, le ballonnement, c'est l'imiki surtout, la maladie cœliaque.
Quand on a une pageur, des anomalies de Fanner, par exemple, ça c'est un interrogatoire hein, avant l'examen. Tout ça, ça peut être dû à une malabsorption intestinale et des signes de dénutrition. Aussi le saignement, hein, s'il y a un saignement abondant, ça c'est aussi en rapport avec le syndrome de malabsorption, les bronchopnéumopathies à répétition, les vomissements, tout ça c'est dit. Hein. Et puis, si elle a remarqué des fissures, une fissure anale, ça nous oriente vers les Mickey. Et les douleurs à la défécation, au cas où elle n'a pas d'idée sur est-ce qu'il y a une fissure ou fissure. Hein. Donc, elle est asthénique, elle a des troubles d'humeur, elle n'a pas de douleur abdominale, elle a un abdomen ballonné, mais d'une façon intermittente. Elle est pâle, selon sa maman. Il n'y a pas d'anomalie de Fanner, pas de saignement. Tout le reste, c'est non, 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 non. Alors, encore une fois, je vous répète, ces troubles d'humeur, c'est en faveur de la maladie cœliaque, l'asthénie aussi, et même le ballonnement et la pâleur. B. Alors, est-ce qu'il peut nous faire un petit récapitulatif de l'anamnèse hein? On n'a pas encore fait le reste. Donc, juste les éléments pertinents, je vous écoute. Je commence. Donc, c'est un enfant âgé de 5 ans. 5 ans. 5 ans. Alors, les antécédents. Pas de consanguinité. Antécédent, donc le paternel porteur Voilà. de diabète. Ça, c'est très important. Donc, il y a un antécédent de terrain d'auto-immunité. Sans antécédent personnel notable. Exactement. Qui consulte pour des diarrhées Chronique. chroniques qui datent de 6 mois, c'est ça? Oui, Schnouer. Alterné avec une constipation. Exactement. Et associé à? Ballonnement abdominal. Voilà. Et quoi d'autre? Trouble de l'humeur. Trouble de comportement. Exactement, trouble de l'humeur. Hein? Donc, il s'agit d'une fille âgée de 5 ans, née d'un couple non consanguin, aux antécédents, donc le paternel porteur d'un diabète insulinodépendant et sans antécédents personnels notables, qui est hospitalisée pour exploration d'une diarrhée chronique, alternant avec une constipation et un ballonnement abdominal évoluant depuis 6 mois. Le tableau est associé à des troubles du comportement à type de troubles de l'humeur, tristesse et une asthénie avec une notion de pâleur qui peut être probablement due à une anémie. Si on récapitule comme ça, on peut déduire que c'est une diarrhée chronique. Il y a 2 grands chapitres en fait de diarrhée chronique. 5 qui méritent d'être explorés et 5 qui ne méritent pas vraiment de pousser les explorations. Organique et fonctionnel. Comment faire la part d'une manière sommaire? Il y a Le les diarrhées retentissement. chroniques avec retentissement qui méritent d'être explorées et les diarrhées chroniques sans retentissement auxquelles on peut suivre et ne pas pousser les explorations. Là, on est devant une diarrhée chronique probablement avec un retentissement, puisqu'on a cette pâleur, donc probablement il y a le syndrome de malabsorption avec une carence ferriprive. Et puis, il y a ces troubles d'humeur et cette asthénie. B. On passe à ce stade déjà, avant tout, éliminer certains diagnostics. Avant même de faire l'examen physique. Alors déjà, on a fait le chapitre de diarrhée chronique avec retentissement. On peut éliminer syndrome du côlon irritable. Voilà, et vous supposez sans retentissement. Oui. Vous êtes d'accord, hein? Honnêtement, j'ai l'impression qu'il y a juste 3-4 étudiants qui sont avec moi. Hein. Je n'entends que 2, 3, 4 voix seulement.
On peut aussi éliminer les causes infectieuses. Oui, tout à fait. Quoi d'autre? On n'a pas de... Allergie au lait de vache, Tout à l'âge, fait. 50. Voilà. Alors, ceux qui ne sont pas d'accord, ils se manifestent, bien sûr. Hein. L'allergie aux protéines de lait de vache et même l'intolérance au lactose primitive. Hein. D'accord? C'est pas grave, c'est une diarrhée qui date de 6 mois seulement. Hein. Donc, tout ça, c'est éliminé. On va passer à l'examen physique. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Madame, Première. la fièvre. Madame, j'ai pas compris pourquoi on a éliminé l'intolérance au lactose. L'intolérance au lactose. N'oublions pas qu'elle a 5 ans. La diarrhée date de 6 mois seulement. D'accord? Et généralement, c'est une diarrhée qui ne donne pas beaucoup de retentissement physique clinique et qui est beaucoup plus précoce. D'accord. D'accord? Oui. Alors, l'examen physique. Prise de température. La température, on va vérifier est-ce qu'il y a un syndrome infectieux, oui ou non, bien que ça n'a pas été rapporté par la maman. Hein, ça ne fait rien de le vérifier. Hein? Évaluer la trophicité. La trophicité, certainement, ou ni. C'est à nous de dresser la courbe de croissance si ce n'est pas déjà fait. D'accord? Hein? Vous êtes d'accord? Oui. Oui. B. L'examen pulmonaire pour éliminer la mucoviscidose. Exactement. L'état général. Madame, L'état général, voilà, maintenant, c'est où il y a déjà quand tu commandes une asthénie. Donc, on vérifie l'état général. C'est très important pour certaines suspicions diagnostiques. Oui, madame. Je comprends, madame. Madame, pour la mucoviscidose, est-ce que Dima, on trouve l'atteinte respiratoire et digestive? On est Pas toujours. forcément. Il y a la mucoviscidose peut s'exprimer par l'une ou l'autre ou par les deux, hein, mais il faut dire que c'est souvent l'atteinte respiratoire et c'est souvent à un âge plus précoce que ça. Hein. Il y a tout un contexte aux alentours. Amara, je le tableau digestif. OK? Pour réconforter la suspicion diagnostique, il vaut mieux chercher cette notion de bronchopneumopathie à répétition, la notion de ileus méconial à la période néonatale, la notion de cas similaires dans la famille, parce qu'il y a toujours une plateforme génétique derrière la mucoviscidose. Et tout ça, c'est des arguments en faveur. D'accord? Et puis, l'aspect des selles, il est très caractéristique. C'est un aspect en bouse de vache. C'est pas ce que vous savez un peu pour les selles des vaches. C'est des selles volumineuses. Hein. C'est comme, en fait, elle est constipée et puis d'un coup, elle fait une selle très, très volumineuse et c'est très, très caractéristique en fait. D'accord. D'accord. Alors, après. Signe de carence. Signe de carence chronique, pâleur, déshydratation. Voilà, tout à fait. Donc, on va chercher les troubles de Fanner, on va regarder les conjonctives pour chercher une pâleur cutanée. L'œdème palpébral. L'œdème aussi, oui. Ça témoigne de quoi, l'œdème? Déficit en albumin. Entéropathie oxydative parce qu'on a une perte des protéines et donc une pression oncotique qui est basse, il y a une installation des œdèmes. Oui? Retentissement psychomoteur. Alors, tout ça, vous l'avez bien dit. Bravo, oui. Le retentissement psychomoteur, bien que c'est plus un symptôme qu'un signe. Rechercher les signes cutanés en faveur d'origine d'atopie. Oui. Par exemple, eczéma. Eczéma, oui, tout à fait. Aphthose. Oui, l'aphthose, elle m'oriente vers là. Maladie de Crohn. Oui. Ou maladie cœliaque aussi. Exactement.
Donc, tout ça, vous l'avez dit. Hein. J'avance parce que vous avez tout dit. Donc, température, elle est apéritique. Elle est actuellement eutrophique avec des DS corrects, mais moi, j'ai refait la courbe de croissance et j'ai trouvé un infléchissement de la courbe pondérale. Elle a un état général conservé. Bon, la maman parle d'asthénie, mais moi, j'ai pas trouvé quelque chose qui saute aux yeux. Elle est pâle, il n'y a pas d'œdème, l'examen cardiovasculaire pulmonaire normal, l'examen neurologique normal, il n'y a pas d'atteinte articulaire. D'accord? Alors, après, l'examen interne, mais comme le point d'appel est digestif. Le point d'appel L'examen de la marge anale. Exactement, un examen proctologique bien fait à la recherche de fissures, de fistules. Hein. On va faire le PR aussi après. Une masse abdominale. Une masse, dans quel cadre une masse abdominale? Dans ce contexte, certainement que tu vas la chercher hein, systématiquement. Si tu as un examen, mais en fait, diarrhée chronique, quelle étiologie peut donner une masse abdominale? Je ne vois pas trop. Hein, mais par contre, la maman vous a parlé d'un ballonnement abdominal. Il faut le confirmer à l'examen. Et puis, il faut chercher l'acide hein, parce que ça peut être aussi dû à cette entéropathie exsudative, à la compression lymphatique. Il faut regarder la flèche hépatique, la flèche splénique. L'examen cutané, vous l'avez déjà dit. Et on finit toujours un examen pédiatrique en faisant un multistix. Alors, tout ça est normal. Est-ce qu'on peut faire un total? Après l'anamnèse et l'examen physique. Alors, ce qu'on a dit tout à l'heure, et on va rajouter qu'à l'examen physique, on a trouvé quoi? C'est comme? La patiente, elle est apéritique, Ouais. eutrophique. Tacoud, mais avec, sur la courbe de croissance, Infléchissement de la courbe Infléchissement de la courbe de croissance. Qu'est-ce qu'elle a d'autre? Elle est pâleur. Voilà, elle est pâle. Elle est pâle, oui. Voilà. Trouble de l'humeur et une asthénie. Ben, et donc, voilà. Ballonnement abdominal. Exactement. Ben, donc, on a fait un total. Vous l'avez devant vous. Vous allez me donner vos hypothèses diagnostiques. Regardez total. Hein? Maladie cœliaque. Maladie cœliaque. En chef de file, c'est la maladie cœliaque. Quels sont les arguments en faveur? Alternance, constipation, diarrhée. Entraînement tout d'abord. Trouble de l'humeur. Anémie. Et les troubles de l'humeur. Bravo. Donc, deuxième diagnostic. On peut évoquer les méquilles, madame. Les méquilles, tout à fait. Est-ce qu'on a beaucoup d'arguments en faveur? Non, sauf le terrain auto-aimant. Voilà. Donc, la maladie cœliaque, tout à fait d'accord. Hein? Parce que, pardon? Mucoviscidose. La mucoviscidose, vous n'avez pas d'ilus méconiaque, vous n'avez pas de bronchopneumopathie à répétition. C'est un enfant qui est eutrophique, hein, bien qu'il y ait un infléchissement, mais du poids seulement. Il n'y a pas d'antécédents familiaux particuliers. Et puis, il n'y a pas de symptomatologie respiratoire actuelle. D'accord? A priori, on ne peut pas y penser. On va garder la maladie cœliaque, qui marque comme tout, c'est les arguments en faveur. Et puis, les méquilles, c'est vrai, c'est pas l'âge. Et puis, il n'y a pas d'antécédents. L'aspect des selles n'est pas en faveur. Il n'y a pas de glaire, il n'y a pas de sang. Et puis, il n'y a pas d'autres signes associés. Parce que vous savez, les méquilles aussi atteignent plusieurs organes. Les articulations, la peau, hein? Les articulations. Exactement, les articulations, la peau. On n'a pas beaucoup de signes en faveur. Donc, on va garder cette diagnostic
à l'esprit, mais on va plutôt attaquer la maladie cœliaque, essayer de la confirmer ou de l'infirmer, même en argument de fréquence, la maladie cœliaque est beaucoup plus fréquente. Donc, on va commencer avec la maladie cœliaque par ordre de priorité. Et par la suite, si ce n'est pas le cas, on va, comme on garde à l'esprit les Miki et on avance dans ce sens par la suite. Qu'est-ce que vous allez demander comme bilan de première intention? Younou. Madame, Allez, madame. Madame, la maladie cœliaque, je suis normalement confirmée par les deux anticorps, les deux par la sérologie. Donc. Il y a toujours un bilan de première intention. C'est un bilan qui va nous orienter vers les étiologies les plus probables. Et après, il va y avoir un bilan de deuxième intention, dit un bilan étiologique. D'accord? Ou il fait un cas particulier, on va demander un bilan, à part une première intention, fausse première intention, c'est un bilan de ce qu'on appelle un bilan de retentissement. Parce qu'on exactement, un syndrome de malabsorption. Donc, tout matin, je trouve que je un bilan de première intention. Mais je trouve que je n'ai axe grave, Mickey ou une maladie cœliaque. Et en fonction de ça, on va demander le bilan de deuxième intention et le bilan étiologique. Femme-Tony? Donc, bilan de première intention, je te trouve. Oui. Iono sanguin. Iono sanguin, NFS. Calcémie, phosphorémie. Alors, calcémie, tu te fais un bilan de... D'accord. EPP. La fonction rénale. Bilan de retentissement, Schnofi. Donc, vous allez chercher quoi, le bilan de retentissement? EPP. Urée, créate, iono et l'NFS. Donc, vous allez chercher les carences, en fait. Donc, je trouve une calcémie qui manque de bilan. Je trouve R. Les carences, c'est hey, ça voilà, le bilan lipidique. Je Facteur de coagulation. Oui, on va chercher. Bon, on ne va pas doser les facteurs de coagulation. Je trouve un résultat. Le temps de quick. Voilà, ça y est. Le temps de quick, le temps de taux de prothrombie. TP. Radio osseuse. Une radiographie osseuse, tout à fait, pour chercher est-ce qu'il y a une ostéopénie, pour voir l'index corticomédulaire. NFS. NFS, à la recherche d'une anémie, mais c'est d'achat là où je Madame, le stéréo densitométrie. Elle n'est pas de première intention. C'est un examen qui est coûteux. Qui n'est pas de... C'est très coûteux au col ou le bilan de retentissement. Il y a un de première intention. D'accord. Une radio d'un ossement ou tant qu'à une ostéopénie, un index corticomédulaire qui n'est pas normal, tu complètes par l'ostéodensitométrie. D'accord? Allô? D'accord, merci. D'accord. B. Oui. Alors, première intention, je vous avais demandé la fonction rénale. Vous allez me dire, est-ce qu'elle est normale ou pas? Normal. Normal. On dit l'idéal, c'est de calculer la clairance en créate pour les enfants. Mais là, c'est clair, c'est normal. Il n'y a pas d'insuffisance. Surtout, ce qu'on cherche le plus, c'est l'insuffisance rénale fonctionnelle de par la déshydratation. C'est une perte digestive. D'accord? Vous avez demandé l'iono. Est-ce que c'est un iono normal? Oui. Oui. Vous avez demandé l'NFS. Alors, vous allez interpréter. Une anémie microcytaire, hypochromicrocytaire arégénérative. Régénérative. Régénératif. Elle est inférieure à 50 000. Ça habite comme ça, donc. Et au chauffeur les lignes là, on dit ma tac globule blanc, tac plaquette, mais t'as je fais Plaquette normale. Plaquette normale. Globule blanc aussi. D'accord. Donc, est-ce que cette anémie vous rappelle quelle anémie, de quelle origine? Le contexte est Périprive. périprive, c'est une carence en fer. P. Au bilan de retentissement, vous avez dit, vous l'avez bien énuméré. Alors, il y a la calcémie, la ferritinémie, le bilan lipidique, l'électrophorèse de protéines, le TP et le radio de l'osement. Vous l'avez tout dit, bon, à part une ferritinémie, cytora.
Donc, il y a une baisse de la ferritinémie. Le bilan lipidique est normal. L'électrophorèse, j'ai trouvé une protidémie basse, une albuminémie basse. Et l'alpha est normal. Le reste est normal. La gamma est normale. D'ailleurs, les gamma qui sont normaux, ils sont un peu contre. Ils sont pas contre, en fait. Quand on trouve une hypergamma, c'est en faveur de certaines étiologies, mais quand on ne la trouve pas, c'est pas contre. Le TP est normal, il n'y a pas d'hypovitaminose K, et la radio est normale, donc on ne va pas faire l'ostéodensitométrie. Alors, bilan de deuxième intention. Madame, Oui. علاش نعملوا syndrome inflammatoire الواحد البيلون inflammatoire de première intention Z2 Alors, علاش؟ انت شنو تقصد bilan inflammatoire؟ خاطر احنا on a évoqué maladie cœliaque وميكي دونك تشوفوا نورمالمون نعملوا بيلون انفلاماتوار باش نشوفوا اسكو سي مالادي انفلاماتوار ولا D'accord. هو شنو bilan inflammatoire؟ c'est اللي تقصدوا انت؟ في سي ار بي allez في VS, la CRP, c'est pas vraiment, ça fait pas partie du. Tu cherches une inflammation chronique, tu vois. Donc, c'est plus la VS que la CRP. Et je ne sais pas. Bilan inflammatoire. Fibrinogène, je ne sais pas. Le PP. Le PP. Donc, le PP, déjà, à mener. OK? Le fibrinogène, peut-être on peut s'en passer. Il y a la VS, oui, on peut l'inclure dans la première intention. On a pensé plus à une maladie cœliaque, donc on va se contenter de ça. Mais il y a la deuxième intention, mais c'est possible. La première intention, c'est quand tu as fait deuxième intention, tu vas la retrouver, la VS. L'électrophorèse, on l'a déjà faite. D'accord? Donc, le syndrome inflammatoire biologique, il a toute son indication. Hein. Mec, je rate. B. On a vu les bilans. Qu'est-ce qu'on va compléter des bilans à but étiologique? Qu'est-ce qu'on va faire? Pour confirmer, infirmer la sérologie des maladies cœliaques. La sérologie des maladies cœliaques, qu'est-ce que vous allez doser? Je sais les anticorps. Anti-endomysium. Antitransglutaminase. Voilà, d'accord. Et avec la sérologie, qu'est-ce on doit vérifier pour pouvoir interpréter correctement? La fibroscopie. Pour pouvoir interpréter correctement la sérologie cœliaque. On doit doser. Les anticorps, ils sont de quel type? IgA. Donc, on doit doser déjà le taux d'IgA pour être sûr qu'il n'a pas déjà un déficit en IgA. Et comme ça, il peut ne pas positiver sa sérologie alors qu'il a vraiment une maladie cœliaque. Donc, la sérologie doit être couplée avec le dosage des IgA, du taux des IgA. Et puis, on va finir par, parce que la sérologie ne confirme pas la maladie cœliaque, elle ne fait que la suspecter. Pour la biopsie. C'est une fibroscopie avec biopsie. Au niveau de à quel niveau? Jejunal. Voilà. Et puis, la biopsie va vous retrouver quoi en cas de maladie cœliaque? Atrophie vélositaire. Subtotale, totale. Hyperplasie des cryptes. Voilà. Donc, notre enfant, on a fait une VS, elle était normale. Et rappelez-vous que initialement, on n'a pas trouvé d'hyper-alpha 2, qui plutôt qui rentre dans le syndrome inflammatoire. Donc, il n'y a pas de syndrome inflammatoire biologique en fait. Mais la sérologie est positive aux antitransglutaminase et anti-endomysium avec un taux d'IgA normal. Et on a fait la fibroscopie avec biopsie. Ils nous répondent, les anatomopathologistes, qu'il y a une atrophie villositaire totale, plutôt subtotale, associée à une hyperplasie des cryptes et une augmentation des lymphocytes intra-épithéliaux. Donc, c'est une diarrhée chronique avec retentissement sur la croissance staturopondérale et le diagnostic final, c'est maladie cœliaque. Cœliaque. B. Comment on va traiter? Le régime alimentaire, c'est tout. Voilà. Le traitement de la maladie cœliaque se résume à
à la diététique, à un régime spécial qui est un régime sans gluten et pour quelle durée, pour quelle période? À vie. À vie. Exactement. C'est une maladie chronique, donc c'est un traitement qui doit être poursuivi à vie. On peut autoriser le riz, le maïs, mais pas le blé, le seigle, l'orge, tout le reste. Et il faut savoir que le pronostic sous régime bien conduit est excellent, avec une amélioration spectaculaire, avec une bonne croissance staturo-pondérale, le développement psychomoteur, tout le reste est normal, avec disparition de la symptomatologie. Et la sérologie se négative après une année. Quand le régime est mal suivi, on craint un retard statural, un retard pondéral, tout ce que vous voulez, et d'autres symptomatologies psychologiques, aménorrhées, tout, et même une transformation maligne à type de lymphome du tube digestif. Donc, c'est vrai que ça paraît comme un traitement simple, on va dire, mais à vrai dire, dans la vraie vie, c'est pas un traitement si simple que ça. C'est astreignant, c'est contraignant pour les familles, surtout qui ont un niveau socio-économique assez limite, parce que malheureusement, c'est une maladie qui n'est pas reconnue comme une maladie prise en charge intégralement en Tunisie, et donc l'alimentation est chère. Et donc, il faut dire qu'il y a assez de dépenses à faire et les parents ne peuvent pas s'offrir ça tout le temps. Donc, malheureusement, c'est une maladie, c'est une étiquette qui reste encore assez lourde pour l'enfant. D'accord? D'autant plus que c'est des enfants, le fait de les priver quelque part de certains aliments, ça peut lui-même aggraver un peu la situation. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? J'ai choisi exprès la maladie cœliaque parce que c'est une maladie très, très fréquente en Tunisie, et même ailleurs d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui sont asymptomatiques, mais qui sont atteints de la maladie cœliaque, et on ne voit que la partie émergente de l'iceberg finalement, parce qu'on ne voit que les patients qui développent une symptomatologie et pour qui on pense à la maladie et on fait le nécessaire pour mettre cette étiquette-là. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que je me suis bien expliquée sur le cas? Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. Merci. D'accord, je vous en prie. Je vous laisse rapidement parce que je ne vais pas vous retenir tout très tard plutôt. Ça devient à être tard. Je sais que vous êtes déjà fatigué après 3 ED. Donc, je vous dis au revoir et bonne chance pour la préparation de l'examen. Merci, madame. Merci, madame. Merci à vous. Merci. Au revoir.